Bonjour, Bernard Lahire, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Bonjour Bernard Lahire. Bonjour. Vous venez de publier l'interprétation sociologique des rêves, près de 120 ans après l'interprétation du rêve de Sigmund Freud. Et en vous lisant, en fait, on découvre que le psychanalyste est passé à côté du fait que le rêve est un fait social, déterminé par nos expériences sociales, nos origines, notre métier, notre environnement. Et pas seulement, et que le rêve n'est pas seulement la réalisation d'un désir refoulé. Est-ce que vous comblez là un angle mort? Je pense que Freud a constitué un modèle d'interprétation du rêve qui était lié à sa perspective à lui en tant que thérapeute. Il recevait beaucoup de cas dites d'hystérie à l'époque. Et en fait, il avait une problématique très liée à des questions sexuelles. Et il a immédiatement orienté sa lecture des rêves euh, par rapport à cette question-là de la sexualité, de la petite enfance, de la sexualité dans la petite enfance, et forcément, l'univers familial était le centre de son attention. Moi, ce que je dis, c'est qu'au fond, un rêveur, c'est pas simplement un enfant dans sa famille, avec papa, maman, ses frères et sœurs, etc. C'est d'abord papa, maman, ses frères et sœurs qui ont des propriétés sociales, scolaires, culturelles, économiques, etc. On n'est pas le même quand on arrive, quand on est aîné ou cadet, et ainsi de suite. Non. Et puis on n'est pas les mêmes selon que ses parents sont chômeurs ou médecins, et ainsi de suite. Alors lui avait affaire surtout à des personnes de classe supérieure, hein, et donc il n'avait pas la question de la variété sociale des rêveurs ou des rêveuses. Mais voilà, donc je pense que c'est sa perspective initiale qui l'a amené à mettre l'accent sur la famille, la petite enfance et la dimension sexuelle. Moi, j'ouvre ça en pensant que la sexualité n'est pas le seul motif des rêves, ni même des motivations cachées de l'ensemble des rêves. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous travaillent, en fait, le jour et la nuit. Et c'est en fait toutes ces questions qui travaillent les rêveurs ou les rêveuses qui rentrent dans le rêve. Alors la théorie freudienne rabat justement le rêve sur des symboles sexuels, souvent liés à la petite enfance. Et pour donner un exemple, Freud associait, je crois, les cimes des montagnes au sein, au visage, à la bouche, et le bas des montagnes aux organes génitaux. Pour vous, justement, le haut et le bas, en tant que sociologue, on peut les interpréter différemment? Dans certains rêves, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé des songes. D'ailleurs, Freud a hésité autour de cette question-là. Est-ce qu'il y a des symboles universels? Alors, il y a des moments où il a tendance quand même à faire comme s'il y avait des symboles universels. Il a des listes comme ça, tout ce qui est creux, boîte, armoire, etc. C'est forcément l'appareil génital féminin. Et puis dès que c'est allongé, contendant, etc., c'est des symboles phalliques. Bon, moi je pense qu'il y a une systématicité chez Freud dans la lecture de ces symboles qui l'empêche de voir que parfois le haut et le bas, par exemple, c'est pas une question, et monter ou descendre, ça n'est pas qu'une question sexuelle. Et que ça peut, et il faut être très très attentif à ce qui travaille les rêveurs et les rêveuses, mais ce qui les travaille, c'est aussi, par exemple, tout bêtement, des désirs d'ascension sociale ou des peurs de la chute sociale. Ces choses-là les travaillent tant et si bien que dans les métaphores visuelles de leurs rêves, on voit des chutes. On voit des peurs de tomber, des peurs de ne pas réussir, des peurs de ne pas avancer par rapport à un objectif. Les gens se sentent empêchés. Il y a beaucoup de rêves d'empêchement, de gens qui essayent de marcher et ils sont entravés, ils ont du vent, ils ont, enfin, bon, tout le monde a fait au moins une fois, je crois, dans sa vie des rêves de ce type-là. Et du coup, en fait, on n'est pas obligé de tout traduire en symboles sexuels, en fait. Donc, il faut être très attentif. Et effectivement, je reviens dans l'ouvrage, même sur certains rêves interprétés par Freud, où
il ignore, il met de côté toute la dimension sociale et politique, d'une certaine façon, de ces rapports entre haut et bas. Dans un des rêves qu'il interprète, on voit très bien comment le haut et le bas, c'est des questions de statuts sociaux. C'est des questions de peur de tomber, de chuter socialement, ou au contraire, aller vers le haut, c'est occuper, c'est réussir sa vie, c'est réussir professionnellement, c'est réussir un concours ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder très précisément. On ne peut pas dire c'est systématiquement politique ou lié à la structure sociale des hiérarchies, etc. Mais ça n'est pas non plus systématiquement sexuel. Et je dirais même, pour aller un peu plus loin, que ça peut être les deux en même temps. C'est-à-dire que quand on regarde bien certains rêves, on voit que ça peut parler. C'est la force du rêve, et ça, Freud l'avait bien compris, ça condense beaucoup de choses, et parfois on peut avoir plusieurs problèmes qui sont travaillés en même temps. Alors, vous montrez bien dans votre livre que les sociologues se sont très rarement intéressés à ce temps de sommeil, voilà, comme si justement ça ne faisait pas partie des faits sociaux comme les autres, que c'était un moment, une sorte d'interruption dans dans le contexte habituel. Et en même temps, vous relevez que dans les années 70, des chercheurs avaient déjà suggéré qu'un ouvrier et un cadre, par exemple, ne faisaient pas forcément les mêmes rêves, et que Freud avait oublié les classes sociales. Voilà, pour vous, ça a été, ça fait partie de votre réflexion, cette question-là? Alors oui, mais paradoxalement un peu secondairement. C'est-à-dire que la difficulté pour un sociologue d'étudier le rêve, c'est que c'est une affaire qui a été traitée comme une affaire individuelle, personnelle. Mais en fait, si on regarde bien ce qu'a fait Freud, on se rend compte que resituer un enfant dans un environnement familial, c'est faire un début de sociologie. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, sinon que des relations sociales. Des relations de dépendance, et des relations de désir, des relations d'amour ou de désamour, de haine, de concurrence entre les frères et sœurs, etc. C'est des relations sociales. Mais effectivement, il a encore une fois refermé sur le cercle familial. Bon, je pense que ce serait une erreur si les sociologues se disaient, bon, ça peut être un objet pour nous, donc on va prendre un grand nombre de rêves et on va commencer à faire du traitement quantitatif sur les récits de rêve, sur de très nombreux récits de rêve, et on va corréler ça avec les catégories socio-professionnelles des parents, le sexe, la génération, etc., etc. C'est une chose qui a été faite, et notamment par des psychologues aux États-Unis, qui ont beaucoup travaillé sur des banques de rêves assez importantes. Il y a une grande banque de rêves qui compte plus de 22 000 rêves actuellement aux États-Unis. Mais moi, ma démarche, elle est plus proche de Freud d'une certaine façon. Ce que je veux comprendre, c'est comment se fabriquent les rêves d'individus particuliers, mais tout en montrant que cette fabrication est tout à fait sociale et qu'il faut reconstruire le parcours social, il faut pratiquer ce que j'appelle la biographie sociologique, c'est-à-dire repartir du début et se dire qu'est-ce que c'est que cette famille, c'est quoi ses ressources, qu'est-ce qu'il y a vécu, dans quelle ambiance. Est-ce que c'était une mère anxieuse, tendue? Est-ce que c'était un père autoritaire ou au contraire très parfois dans le laisser-aller, etc. Tout ça, il faut le prendre en compte et essayer de comprendre comment les expériences s'enchaînent tout au long d'un parcours de rêveur. Parce qu'après la famille, c'est l'école, et puis après l'école, ça peut être plein d'institutions culturelles, religieuses, sportives, tout ce qu'on veut. Et puis ça continue avec le métier, et ainsi de suite. Donc, ce qui fabrique les individus, ce qui les façonne, c'est pas que la famille. Ça, c'est une vision vraiment très limitée, finalement, de la socialisation des individus. Nous sommes façonnés par de nombreuses institutions, par de nombreux groupes, et toutes les relations que nous avons avec les gens, dès lors qu'elles sont un peu durables, en fait, ça devient quelque chose de tout à fait constitutif de notre personnalité. Donc moi, c'est plutôt de ce point de vue-là. Mais après, évidemment, pour moi, un rêveur, c'est quelqu'un qui appartient à une classe sociale, très concrètement, avec des parents qui ont des propriétés sociales, culturelles, scolaires, etc., très particulières. Et ça se traduit dans les rêves. Et évidemment que ça se traduit dans les rêves. Et pour paraphraser Aragon, ce que vous faites, vous écrivez qu'il n'y a pas de rêve heureux.
Au fond, nos rêves mettent moins en scène des désirs que des problèmes. Alors, c'est une manière de dire que le rêve ne peut pas être heureux et qu'il n'y aurait pas de rêve heureux. Ce qu'on voit dans les rêves, quand on a la possibilité de faire des grandes enquêtes sur des récits de rêves, c'est qu'ils parlent plus de problèmes que de choses heureuses. Et même quand ils traitent de choses heureuses, de gens qui ont gagné de l'argent ou qui ont réussi quelque chose, c'est plutôt autour des problèmes que ça pose que ces situations heureuses. Donc en fait, on se rend compte que ce qui arrive jusqu'au rêve, c'est pas n'importe quelle partie de notre expérience, on va dire. C'est les choses qui nous préoccupent. Pour moi, la sociologie des rêves, c'est une sociologie des soucis, c'est une sociologie des préoccupations. Et au fond, ce qui est assez étonnant, c'est que la sociologie s'est pas beaucoup intéressée à ce qui est de l'ordre des préoccupations, des soucis des gens. Or, les gens qui ont étudié les rêves éveillés, ce qu'on fait en permanence quand on a un moment pour penser, ou penser d'ailleurs qu'on n'est pas en train de penser, mais en fait il y a des images qui sont en train de défiler dans la tête, c'est en permanence revenir sur des choses qui se sont passées bien, plus ou moins bien, des choses qu'on prépare aussi. Il y a tout un travail, parce qu'il y a un souci, une préoccupation autour de choses tout à fait prosaïques de l'existence. Donc, effectivement, c'est des problèmes qui arrivent. Les choses qui ne font pas problème, je pense, aux individus, ne rentrent pas dans les rêves. Vous expliquez, ça j'ai trouvé ça intéressant, que l'entretien sociologique avec un rêveur a des effets thérapeutiques et politiques. Est-ce que vous pouvez expliquer? Bon, alors, en effet, c'est très difficile de définir ces termes-là, parce qu'évidemment, quand on est sociologue, qu'on voit très longtemps des rêveurs ou des rêveuses, il y a quelque chose qui est proche de la cure analytique, d'une certaine façon, même si le sociologue n'est pas un soignant. Et que moi j'appelle les gens qui veulent bien livrer leurs rêves et parler autour de leurs rêves, des enquêtés et pas des patients. Alors en même temps, sur une longue période, forcément que ça a des effets. Ça a des effets sur leur vie, ils prennent conscience d'un certain nombre d'associations qu'ils font de manière tout à fait inconsciente dans le rêve. Parfois ça les étonne un peu, mais et en même temps, un peu comme disait Bourdieu, l'inconscient c'est aussi savoir pas complètement. Je sais sans le savoir vraiment. C'est un peu comme ça que ça se joue. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de scoop complet. Les gens disent oui, ah ben oui, mais ils veulent pas se le dire explicitement et j'allais dire systématiquement dans leur vie éveillée. Ils mettent ça sur le côté. Mais sur les effets politiques. Alors, est-ce que ça a un effet thérapeutique ou un effet politique? Quand un enquêté me dit, du coup j'ai parlé du problème avec les gens qui me posent problème aujourd'hui dans mon entourage amical ou professionnel, familial, etc. Ça devient un effet, est-ce que c'est thérapeutique ou est-ce que c'est politique? Il y a une transformation de la structure sociale. Ils commencent à interagir en fonction de ce qu'ils apprennent d'eux-mêmes avec les gens qu'il y a autour d'eux. Et puis, à un moment donné, je reviens là-dessus, je dis à partir du moment où on considère que le monde social est dans les rêves et que les problèmes qu'on se pose la nuit sont des problèmes liés à des questions sociales, une partie des solutions sont aussi de nature politique. Les choses qui font souffrir sont parfois liées à des questions de concurrence, de compétition, de jalousie entre les uns et les autres, etc., qui sont organisées par le monde social. Donc en fait, si on veut éliminer les problèmes qui travaillent les rêveurs, c'est les structures du monde social qu'il faut transformer. Alors évidemment, ça ne peut pas se faire comme ça, mais on voit bien, je cite à un moment donné Frantz Fanon, qui dit que en fait des personnes noires peuvent rêver se voir blanches ou blanchies. Et en fait, c'est souvent des rêves d'ascension sociale. Donc il dit, pour arriver à soigner, entre guillemets, lui il était psychiatre, un patient, c'est la structure du monde social qu'il faut changer.
Les gens vont arrêter de désirer être blancs à partir du moment où on peut être noir et espérer normalement réussir professionnellement, etc. Alors, une dernière question, Bernard Lahire. Hier, nous avons reçu la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, qui a souhaité vous demander comment l'on passe du rêve de révolution à la réalité de la révolution. Ah, alors ça c'est une question assez drôle parce que au fond, ça me permet de dire que le rêve, enfin, il y a deux sens au mot rêve. Quand on dit rêve, soit on entend la production nocturne d'imaginaire, les images qu'on voit durant la nuit, etc. Et celles-là, c'est vraiment pas des réalités rêvées. C'est vraiment des problèmes. Ça va jusqu'au cauchemar, mais c'est souvent des problèmes qui sont travaillés. En revanche, quand on dit j'ai rêvé ou je rêve de devenir ceci ou cela, ou je rêve de faire un grand voyage, ou d'avoir de l'argent, ou peu importe, ou je rêve de révolution, eh ben, c'est autre chose, c'est un autre sens. Donc, malheureusement, mon travail ne peut pas contribuer à répondre à la question. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez aujourd'hui une question à poser à notre invité de demain, Bernard Bronstein, réalisateur du film Atelier de conversation? Oui, alors, une question que j'avais envie de poser, c'était de savoir si ces personnes que l'on voit dans le documentaire discuter de leurs expériences, partager un certain nombre d'expériences et arriver à avoir une expérience un peu commune à travers ces conversations, savoir si on sait un peu ce qu'elles sont devenues au-delà, et ce que peut-être ça a produit chez elles dans la suite de leur parcours. Merci.